Bienvenue dans Conversation, le podcast de Space qui puise son inspiration dans des échanges sincères et explore le parcours de vie des hommes et des femmes du monde des médias. Parce que chez Space, nous sommes convaincus que la communication est avant tout une affaire d'humain. Nous plaçons les relations et les connexions au cœur de notre approche. C'est cette même conviction qui guide Conversation. Donner la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage médiatique. Annonceurs, agences, régies, directeurs, planeurs, spécialistes, experts, pour partager leurs histoires, leurs expériences uniques et les enseignements qu'ils en tirent. À travers ces échanges, nous souhaitons mettre en lumière la richesse des trajectoires personnelles et professionnelles en capturant des anecdotes marquantes et des expériences humaines authentiques. Car se connecter aux autres, oser explorer de nouvelles perspectives et grandir ensemble, c'est aussi ce qui anime Space au quotidien. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Bienvenue dans le 7e épisode de Conversation, le podcast où l'on part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent le monde des médias. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir un homme aux multiples facettes, Yves De Voogd, un monsieur du média, un homme aux 1000 casquettes qui incarne une vie pleine d'audace et d'inspiration. Yves, c'est avant tout un homme profondément engagé, dans sa vie perso comme professionnelle. Un homme avec une sensibilité particulière qui nous dévoile aujourd'hui son parcours impressionnant. D'Unilever à Coca-Cola, en passant par BNP. Mais aussi son dévouement pour les bonnes causes et ses multiples passions, comme l'art, la musique, le théâtre, le vin ou même le ping-pong. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir l'univers fascinant d'Yves De Voogd, son parcours, ses valeurs, ses passions et son engagement. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Yves. Bonjour Axel. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast de Space, Conversation. Je voudrais d'abord commencer par te demander comment tu vas. Bien, merci. J'ai eu un peu de mal à venir jusqu'à vous, mais pour le reste, ça va. Merci beaucoup. C'est bon, t'es détendu ? Oui. T'es content d'être là ? Je suis content d'être là. Ah, super. Est-ce que tu peux, du coup, la toute première question, est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, qui compose ta famille, tes hobbies, tu peux vraiment nous parler de... Tu peux te définir comme toi tu l'entends, comme toi tu te vois, comme toi tu as envie en fait. D'accord. Écoute, donc je m'appelle Yves De Voogd, j'ai 60 ans. Je suis bruxellois, molenbeekois même, depuis 4 générations, mais je suis en train de m'exiler à la côte belge, D'accord. à Coxyde précisément, où je suis en train de m'établir de plus en plus et d'ici la fin de l'année 2025, normalement, j'y vivrai tout le temps. Pas seul, avec Marie-Anne Mercier, qui partage ma vie depuis, où je partage la sienne, de part et d'autre. Nous partageons nos vies depuis 15 ans. Professionnellement, en fait, donc aujourd'hui, je fais d'un côté de la consultance en médias, marketing, communication. Je pourrais faire d'autres choses, mais on m'appelle surtout pour des choses, entre guillemets, où je suis reconnu. Et à côté de ça, je gère un projet qui s'appelle Target Victory, qui cherche en fait des financements pour développer le sport de haut niveau pour personnes handicapées, avec comme esprit ou comme objectif ultime, si je peux dire ça comme ça, au plus long terme, c'est de changer le regard sur les personnes porteuses d'un handicap. D'accord. On s'est rendu compte en particulier que dans le monde du travail, il y avait une réticence à engager des personnes qui avaient un handicap. Oui. Entre autres, ce n'est pas la seule raison, mais c'est entre autres parce qu'il y avait une crainte d'un manque de performance. Or, nos athlètes paralympiques, en fait, c'est la preuve vivante qu'il n'y a aucun lien entre performance et handicap. Si les personnes sont bien accompagnées, bien coachées, avec le bon matériel, elles peuvent faire des prestations énormes. Et donc, si elles peuvent le faire dans le monde du sport, elles peuvent certainement le faire dans le monde du travail. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le monde du travail. Pour c'est les des gens stéréotypes, finalement. En fait, c'est des a priori. Oui. C'est vraiment des a priori parce que dans le monde du travail, les personnes handicapées, quand elles ont un travail, sont au contraire beaucoup plus motivées, d'après des enquêtes que j'ai lues en tout cas, qu'une personne sans handicap, notamment parce que justement, elles savent qu'il y a moins de chances d'avoir un emploi, donc quelque part, elles ont encore moins envie de le perdre. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai compris à travers ces enquêtes, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du handicap. Je ne suis pas devenu en quelques années le spécialiste du handicap, mais je me base un peu sur ce que je lis et qui me paraît faire sens. Et en tout cas, là, il y a eu quelques enquêtes assez poussées à ce niveau-là. Mais donc, en fait, tu me disais, parce que là, on rentre déjà dans le vif du sujet, c'est déjà tellement intéressant que je ne peux pas rebondir dessus immédiatement. Donc, en fait, moi, je pensais que ton projet, c'était uniquement des financements pour les athlètes de haut niveau porteurs de handicap, mais ça va au-delà. Mais c'est-à-dire qu'on essaye, d'une certaine manière, de faire 2 choses. On dit en anglais, tuer 2 oiseaux avec une pierre, c'est pas joli. Hein. Donc, c'est en tout cas d'avoir 2 objectifs un peu pragmatiques, court terme. C'est qu'effectivement, il y a un sous-financement
du sport pour personnes handicapées. Tout simplement, c'est dû au fait des prestations de nos athlètes. On a eu de plus en plus d'athlètes qui ont eu de très bons résultats. Ça a créé une émulation qui a été renforcée par le travail des deux ligues, la Ligue francophone, la Ligue handisport francophone et Sport Vlaanderen, qui vraiment font de la prospection pour avoir encore d'autres personnes, pour les mettre au sport, parce que d'abord, la mise au sport d'une personne qui a un handicap, c'est très important pour sa santé. De nouveau, c'est ce que j'ai compris en discutant avec ces deux ligues. Mais aussi une recherche de talents. Et donc, des talents qui se disent, finalement, il y a moyen d'y arriver parce que j'ai vu que X, Y et Z sont montés. Et plus il y a de X, Y, Z, plus il y a d'émulation. Et en fait, il y a eu de plus en plus de bons résultats grâce à ça. Mais le financement n'a pas suivi. Il faut savoir que le financement, on prend peut-être dans beaucoup de détails, mais le financement vient surtout de l'argent public. Il ne faut pas faire de grandes théories ou en tout cas bien expliquer que les budgets ne sont pas extensibles. C'est ça. On est en assainissement financier actuellement, donc clairement les budgets ne sont pas extensibles et en tout cas ils n'ont pas été mis en conformité par rapport à l'augmentation du nombre d'athlètes et des prestations. La réalité du terrain, Voilà. Et donc le privé, c'est plus compliqué aussi, ou c'est assez compliqué parce que tout simplement, la médiatisation est faible. Donc, quand on est sponsor d'athlètes paralympiques, c'est à la fois du mécénat, c'est entre du mécénat et du sponsoring. Il faut être honnête aussi. Et donc, en fait, on a essayé de trouver une nouvelle voie, d'autres voies, pour aller chercher quand même dans le privé des soutiens financiers, que ce soit avec effectivement du droit à l'image des athlètes. C'est d'un côté par ça qu'on a commencé. Mais on a essayé aussi de créer d'autres choses pour créer des sources de financement où finalement l'entreprise va peut-être aura plus de return, je dis ça comme ça. Par exemple, on a des opportunités médias. De temps en temps, qu'on a la possibilité de revendre et ça crée de l'argent pour ça. On est en train d'organiser de plus en plus des événements. Évidemment. Et ça aussi, ça permet de faire des rentrées supplémentaires. Ces événements sont plutôt destinés à un public d'entreprise. Donc voilà, c'est comme ça qu'on finit par retrouver des moyens complémentaires. Et comment tu t'es... Parce que du coup, tu as fait 17 ans chez Unilever, 13 ans chez Coca, tu as fait plein d'autres choses entre-temps, tu t'actives dans plein de petits domaines, mais comment tu t'es retrouvé à finalement être passionné, parce que ça doit être une vraie passion en fait, de vraiment lever, porter un projet, d'aider les gens. Comment tu t'es retrouvé à porter ce projet ? Je pense que c'est la croisée de deux choses. D'abord, c'est pas le premier projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai eu la chance, parce que c'était un peu opportuniste, entre guillemets, dans le bon sens du terme, d'être parmi les gens qui ont lancé les Restaurants du Cœur en Belgique, donc dans les années 80. Donc j'étais en 4e à l'université. Puis j'ai encore fait un autre projet qui, lui, d'ailleurs, n'a pas bien fonctionné autour du thème de l'enfance en difficulté. Et puis, donc, j'ai toujours eu un petit peu cette le caritatif, c'est... Ils ont une fibre sociale. Ce genre de choses-là a toujours été un peu chez moi. Et puis, donc, j'ai travaillé, tu l'as dit, chez Coca-Cola. Et chez Coca-Cola, après aussi une petite 3 ans et demi quand même chez Fortis. En fait, j'ai découvert le monde du média. C'est-à-dire que je suis devenu média manager, c'est chez Fortis. Et puis, je l'ai fait pendant 13 ans chez Coca-Cola avec d'autres activités autour chez Coca-Cola. Mais j'ai toujours fait le média pendant 13 ans, ça c'est sûr. Et quand on fait le média, on connaît les régies. Et quand on quitte un job comme ça après 13 ans, les régies vous invitent à manger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'avais décidé, alors je pourrais faire une très très longue histoire en expliquant pourquoi, mais j'avais déjà cette idée en 2003 de faire comme les 10 dernières années de ma vie professionnelle, je ferais des choses dans le socioculturel. À l'époque, je ne savais pas très bien ce que ce serait, mais voilà. Un beau projet. Et donc, quand j'ai quitté Coca-Cola et que j'étais mangé avec ces régies, j'ai dit aux régies, mais écoutez, si le projet que vous portez, le Télévis, Rodonneuse, je n'ai pas eu l'occasion de leur dire parce qu'on finalement s'est pas vu, mais Cap 48, s'ils ont besoin de moi, moi je suis prêt à discuter. Et Yves Gérard de la RMB est revenu vers moi en me disant tiens, je vais te présenter Renaud Tocker, qui est le patron de Cap 48. Donc j'ai rencontré Renaud, j'ai fait une ou deux petites choses pour eux. Et puis j'ai rencontré, alors ça avec beaucoup de guillemets parce que je le connaissais très bien, Freddy Tachny, l'ancien patron d'RTL, le patron de Zelos, une société de management sportif. Et en fait, donc, je lui dis la même chose. Et Freddy m'a dit, mais tu sais, on a un projet avec Cap 48 sur le sport, voilà. Est-ce que ça t'intéresse de le reprendre ? Ça s'appelait Cap sur l'Or, c'est un projet uniquement francophone. Et j'ai dit, écoute, je veux bien reprendre le projet. Il y a deux choses que je voudrais bien changer. C'est d'un côté un peu le contenu du produit, pour le dire comme ça. Et à côté de ça, c'est le côté de la portée. Donc je veux, parce que je pense que ça sera plus crédible, aussi qu'on ajoute les athlètes flamands. Et en fait, donc, j'ai été voir Sport Vlaanderen, je leur ai expliqué un peu les tenants et aboutissants du projet. Ils ont dit, oui, pourquoi pas, on est d'accord, voilà.
Et donc, c'est devenu Target Victory. On a fait un rebranding, si on veut. Capsulor existe toujours. On va dire que c'est la marque B2C dans le sud du pays. Mais le projet, on va dire B2B, s'appelle Target Victory. Eh ben, mais c'est incroyable. Et je trouve ça génial, de t'être dit, en 2003, les 10 dernières années de ma carrière, je vais les consacrer à un projet socio-culturel. Je trouve que c'est fou, ça m'inspire énormément, franchement. Mais en fait, c'est un peu, comment est-ce que je peux dire ça, c'est dû à une réflexion plus globale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début 2003, j'ai su que fin 2004, j'allais quitter Unilever. Ok. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai passé 17 ans là-bas. Je travaillais en Belgique, j'ai travaillé en Angleterre, en France pour eux. Et j'ai vraiment un très chouette parcours. Je suis très content de ce qui s'est passé. J'ai eu plein de bonnes aventures là-bas. Mais je n'avais jamais réfléchi en fait, à ma carrière, à mon évolution. En fait, je suis passé d'un job à un autre sans vraiment réfléchir. Les choses se sont enchaînées plutôt bien, d'ailleurs. Et quand tu étais petit, tu rêvais de quoi ? Tu rêvais de quel métier ? Je n'ai pas de souvenir spécifiquement de métier. Je sais que ma grand-mère, elle voyait pour moi, éboueur. Pourquoi pas ? Parce que ça avait une bonne pension. Ah, ben voilà. Donc, comme le pratico-pratique. Ouais, pratico-pratique. Alors, je ne me voyais pas tout à fait éboueur, mais voilà. Mais j'ai pas voulu être pompier ou médecin comme d'autres. Je dirais. Mais tu n'avais pas cette vocation déjà très de vouloir sauver, de vouloir aider. Alors, c'est pas ce qu'on appelle vraiment enfant, parce que pendant très longtemps, jusqu'à ma 5e humanité, en fait, moi, je me voyais surtout être avocat. Ah oui. Je voulais faire le droit, je veux être avocat, avec aussi la politique liée. Donc, c'est vraiment ça un petit peu mon envie. Mais on est donc au début des années 80, on est après le deuxième choc pétrolier. Ce qu'on se rend compte, c'est que le taux de chômage monte, l'inflation est très haute aussi. Et donc, on est dans une période d'incertitude. Et moi, je n'ai pas de background, enfin de backup plutôt, je veux dire, financier. Donc, à un moment, il faut être sûr de trouver un emploi. Et c'est un de mes copains au Collège Saint-Pierre à Jette qui m'a dit, tu sais, mon beau-frère, il a fait Solvay. Et là, les gens qui font Solvay, ils ont une garantie d'emploi quand ils sortent. Je dis, voilà, je vais faire Solvay. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai changé de voie, en fait. Okay. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé dans le monde de la communication. Mais c'est vraiment ça, c'était le premier grand aiguillage, en fait. C'est ce qui m'a amené à faire des études. Mais du coup, ce n'était pas par passion à la base, en fait. Tu as fait ça parce qu'il fallait absolument assurer l'avenir. Absolument. Ah oui, c'est ça. Je veux dire, c'était à la fois, ça a été un peu le fil rouge de beaucoup de choix dans ma vie professionnelle aussi. C'est ce côté de ne pas prendre de risques, d'assurer les arrières. C'est ce qui m'a peut-être fait rater certaines choses aussi, mais après, ce qui m'a fait aussi faire d'autres choses. Voilà. Quand tu dis rater, qu'est-ce que tu penses que tu as raté en prenant cette voie ? C'est pas tellement cette voie, mais c'est surtout le fait d'avoir eu, et notamment quand j'ai quitté Unilever, j'ai eu probablement un petit peu peur ou pas suffisamment confiance en moi. Ah oui. Et donc, ce qui fait que j'ai eu peur à un moment de ne plus être visible par le marché. Et donc, quelque part, de me retrouver sans rien. Okay. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu avais démissionné ? Non, on s'est quitté en très bon terme. Comme je disais, en 2003, mon patron de l'époque m'a dit, écoute, dans ton job, tu peux rester 5 ans. Si tu veux continuer chez Unilever, tu peux, parce qu'on est content de toi, mais c'est plus en Belgique. Donc, tu dois repartir à l'étranger. Et il m'a dit, voilà, si tu ne veux pas repartir à l'étranger, on se quittera fin 2004. Ouais, donc, pour dire que j'ai su très longtemps en avance. Presque 2 ans avant de partir. Je suis parti en décembre 2004. Donc, en février 2003, j'ai su qu'en décembre 2004, même si la date n'était pas précise, c'était fin 2004, début 2005. Mais en tout cas, c'était dans ces périodes-là, donc je le savais. C'est pour ça que moi, je peux dire que du bien de Unilever, parce que j'étais très bien traité à tout niveau. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment ma grande école après l'école. Donc, clairement, je peux dire que du bien. Mais donc, j'ai plutôt cherché à très vite retrouver du travail plutôt que de me dire, tiens, parce que j'étais dans le comité de direction de Levert Fabergé, plutôt que de me dire, tiens, peut-être que si j'attends un tout petit peu, je cherche mieux, je pourrais avoir une direction générale ou une direction marketing. Et en fait, j'ai pris, parce que pour plein de raisons aussi, ça me plaisait bien, mais j'ai pris finalement chez Fortis, où j'ai d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu aussi. Alors, il y a eu des choses un peu moins bien qui se sont passées, mais j'ai beaucoup appris aussi à ce moment-là. Et puis, c'est là que j'ai commencé le média. Et en commençant le média, petit à petit, je m'y suis intéressé de plus en plus. Et à un moment, je l'ai fait plutôt bien. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien fait. Mais comment, vraiment, ça me touche ce que tu dis. Et je me pose la question de comment un homme comme toi peut dire, après 17 ans de carrière chez Unilever, mais j'avais pas tellement confiance en moi et j'avais peur de ne pas retrouver du travail.
Tu vois, quand tu as une telle carrière, 17 ans, c'est pas rien. J'ai pas été chez le psychologue, donc je n'ai pas de réponse claire à t'apporter. Oui, c'est pas de la psychologie de comptoir, c'est Non, vraiment... non, mais je trouve ça intéressant. Je pense que c'est dans... Je vais pas dire que c'était de l'inné, parce que je suis pas né avec ça, mais je pense que j'ai été baigné, construit autour de ça, ou en tout cas, c'est comme ça que j'ai absorbé peut-être des choses autour de moi, des signaux. Tu vois, je parlais tout à l'heure, c'est pas un signal, c'est pas ça qui m'a évidemment forgé, mais quand je disais ma grand-mère qui me voyait éboueur, parce que ça, il y avait une bonne pension, il y avait un peu cette idée de construire l'avenir, d'être sûr, de bien garantir son avenir. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cette idée-là. Et tu viens de... On va revenir. Je retiens que là, on parle de Fortis et que tu touches pour la première fois les fabuleux médias qui ont construit toute ta vie et qui construisent la vie de toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Mais toi, petit, dans quel contexte familial tu as grandi tes parents, quel métier occupaient-ils? Alors, mon papa est coiffeur. Okay. Il est coiffeur pour dames. Alors, je sais que ça ne se voit pas tellement à ma coupe. À la sienne non plus, d'ailleurs. Donc, et en fait, quelque part, il travaille toujours un tout petit peu. Okay. Mais donc, il a commencé à 13 ans à travailler. Et donc, il est coiffeur pour dames. Ma maman, elle était encodeuse. Donc, encodeuse, oui. Ah oui. Au départ, ça s'appelait... d'ailleurs Dactylo Non, au départ, ça s'appelait perforatrice, d'ailleurs. Ah, c'est marrant, parce que c'était avec des cartes perforées qui était le début. Donc, c'était en fait taper les informations. Donc, c'est rentrer des informations dans des bases de données. C'est marrant. C'est ça, encodeuse. Ouais. Et donc, elle aussi, elle a commencé à travailler très jeune, avec 15 ans, quand elle a commencé à travailler. Donc, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, à la fois, c'était pas du Zola, loin de là, mais on va dire pas spécialement favorisé. Moi, j'ai jamais manqué de rien, jamais l'impression, mais je sais qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre aussi. J'ai par exemple, donc j'ai une sœur qui est 5 ans plus jeune que moi, donc on a quand même partagé notre chambre pendant 12 ans, donc avant que j'aille à l'UNIF. Donc voilà, donc c'est un peu dans ce milieu-là, dans un milieu aussi où, tant familialement que dans mon milieu, dans mon quartier, si je peux dire comme ça, j'étais le seul à bien réussir à l'école. Ah oui. Tu avais cette envie-là, tu aimais bien l'école? C'est-à-dire que j'étais surtout très motivé extérieurement. Ah oui. Oui, j'aimais bien. Enfin, c'est-à-dire que je n'étais pas l'élève le plus brillant, je n'étais pas le plus mauvais, je n'étais pas le plus brillant. Voilà, c'était... En primaire, j'étais plutôt dans les bons, mais beaucoup de gens étaient dans les bons. Donc en humanité, j'étais correct. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai écrit une pièce de théâtre et dans cette pièce, je raconte une anecdote. J'ai revu quelques années après un des préfets du collège Saint-Pierre à Jette. Et quand il demandait, tiens, tu as fait quoi, toi? Et je dis, j'ai fait un géant commercial à Solvay. Il me dit, toi? Parce que quelque part, je n'avais pas du tout... Solvay, ça donne l'impression d'être une montagne, d'un côté, et deux, je n'avais pas la réputation d'être dans les 3 meilleurs. Donc voilà, donc c'était un peu, il y avait un peu un contraste entre finalement l'image qu'il avait de moi et l'image qu'il avait de Solvay. Et ça lui paraissait impossible que moi, j'ai réussi ça. C'est presque blessant quand même. Oui, et en même temps, c'est valorisant aussi. Oui, parce que du coup, oui, tu te dis une belle revanche sur la vie, en fait. Oui, enfin, revanche, je ne sais pas à ce point-là, mais en tout cas, voilà. Mais comme je l'ai écrit dans la pièce, quand tu cours un marathon, il ne faut pas sprinter dans les premiers kilomètres. Oui. Mais j'ajoute aussi que je n'ai pas sprinté dans les derniers non plus. Non, je comprends. Parce que mes études, j'ai fait 5 fois satisfaction. Je n'ai pas eu de grade, mais j'ai fait aussi beaucoup de choses à l'UNIF qui font en sorte que c'est demi-excuse. Et du coup, tu te mettais beaucoup de pression pour ne pas... pour réussir, en fait, tes études à Solvay. Je me suis surtout mis beaucoup de pression dans les 2 premières années, et surtout dans la première année à Solvay, parce que j'étais étudiant boursier. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, je ne pouvais pas rater. Et en fait, j'avais fait aussi, parce que j'aime beaucoup d'autres choses, j'avais fait un petit papier... ce que j'avais plié comme en triangle, et j'avais écrit dessus un seul mot, c'est « vacances ». Et chaque fois quand je relevais la tête quand j'étudiais, je voyais ce papier et je me disais que si j'étudiais pas assez, je n'allais pas avoir de vacances. Ah oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une façon de me motiver. Oui, de te motiver. Mais une autre façon de me motiver aussi, c'est que, par exemple, j'étais parmi je crois qu'on était 360 à commencer quand j'ai commencé Solvay. Je pense que j'étais dans les 15 qui ont été le plus au cours. Ah oui, tu étais hyper régulier. Parce que je ne voulais pas... je pouvais rater parce que je n'avais pas le niveau, mais pas par manque d'effort. C'est ça. Oui, ça c'était vraiment... Tu ne te le serais pas pardonné, voilà. Ça. Oui. Non, c'est pour ça aussi, à un moment, j'aurais pu aller à l'ICHEC aussi. Je ne dis pas que l'ICHEC est moins bien, mais simplement, à un moment, Solvay avait une réputation un peu supérieure à l'ICHEC. Et en fait, à un moment, je dis, mais je ne veux pas faire un choix à l'avance. Si je sais que Solvay est mieux, je vais tenter, tant pis. Si je rate, je rate. Quoi. Mais au moins, je ne vais pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. Tes parents devaient être
tellement fier de toi le jour où tu as été diplômé. Oui, je pense que il y a beaucoup de choses qui étaient du bonus par rapport. J'ai toujours dit, et ma compagne est comptable de formation, donc ce que je veux dire n'est pas anti-comptable, mais si j'avais été comptable dans une banque, ils auraient été très heureux déjà. Oui, évidemment. Donc tout le reste, c'était du bonus. Ah oui, c'est du bonus. Et en plus, maintenant, de pouvoir dire mon fils est ingénieur, enfin, c'est une fierté pour les parents d'avoir pu transmettre certaines valeurs. Ça y est aussi un peu. Toute chose a toujours un petit peu son revers de la médaille. Hein. Ça y est, crée aussi beaucoup de jalousie dans la famille. Ah oui. Parce que. C'est pas dit qu'ils s'en vantaient, mais en tout cas, ils en parlaient. Ben oui, mais évidemment. Et alors, bon, c'est certain, évidemment, comme je dis, je suis le seul à avoir fait l'UNIF de toute ma famille. Donc, dans le cas de ma génération, dans la génération qui a suivi, il y en a quelques-uns qui l'ont fait aussi, mais dans ma génération, je suis le seul à l'avoir fait. Et c'est vrai que ça, par moments, pas tout le monde, mais certains avaient un peu de jalousie par rapport à ça. Comme dans la plupart des familles, ça arrive encore, malheureusement. Mais donc, on en était à ton... premier contact avec les médias, du coup, c'est chez Fortis. Tu te rappelles du premier contact des médias ? En fait, moi, j'ai toujours... Enfin, si on parle vraiment d'un côté professionnel du média, ça m'avait déjà inspiré quand je travaillais chez Unilever avant de partir en France. Ah oui. Donc, je m'entendais... On avait une très chouette agence, on travaillait avec Initiative, et on était assez proche des gens, en fait. Et donc, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait. Je ne connaissais pas toute la technique, le GRP, tout ça, ça me passait un peu au-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc que je trouvais intéressant. Et ce que j'ai trouvé, surtout, c'est quand je suis revenu de France et que j'ai eu le job donc, de responsable marketing pour toute la partie détergent d'Unilever, où je me suis rendu compte que dans un contexte international, en fait, le média, c'est ce qui permettait le plus de créativité. Parce que finalement, beaucoup de choses, beaucoup de campagnes étaient faites internationalement. Il y avait peu de flexibilité locale à ce niveau-là. Par contre, dans le média, il y avait encore moyen de faire beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser un tout petit peu plus, être encore plus proche de mon agence média. Oui, parce que tu es fort touché par l'art, tu es un créatif dans l'âme quand même. Oui, enfin un petit peu, mais ça, on va en reparler peut-être tout à l'heure. On va en reparler après, mais je tease. Oui, un petit teasing. Non, donc je me suis vraiment intéressé vraiment avec ça. Donc je travaillais assez proche de mon média planeur, qui est Olivier Van Delot. On a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est vrai que quand je suis arrivé chez Fortis, en fait, mon job, j'étais en charge des campagnes de communication, donc tant la créa que le média. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a eu un peu de tension. Et comme j'avais apporté vraiment une vision média qu'ils n'avaient jamais eue avant, ils m'ont dit, tiens, soit on te licencie, soit tu crées le job de média manager. Ah oui. J'ai pris le job. Et tu as bien fait. Oui, absolument. Et ça m'a permis vraiment de commencer à apprendre de plus en plus. J'ai aussi, j'ai commencé à m'impliquer plus. J'étais à l'UBA beaucoup plus, j'étais au CIM, enfin, ce genre de choses-là. Et donc, ça m'a vraiment permis de me former. Puis petit à petit, à avoir une certaine réputation. Puis à un moment, quand j'ai appris que la personne... En 2008, j'ai eu de la chance, je suis parti juste avant la crise bancaire. Mon Dieu. Et voilà, j'aspirais à un autre environnement. Et j'ai appris que Johan Oben, qui était le média manager de Coca-Cola, qui devenait directeur média Europe, et donc il cherchait un remplaçant. Et donc je l'ai appelé et puis il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, écoute, tu sais, il faut une expérience FMCG. Parce que j'avais les tickets de banque. Oui. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, Johan, la moitié des gens qui travaillent chez Coca-Cola, pour le moment, c'est moi qui les ai engagés. Donc ça va aller. Je connais. Voilà, et donc il y a quelques interviews, je sais qu'il y avait un autre concurrent, et donc quelque part, ils m'ont choisi, donc j'y suis resté pendant 13 ans. Tu avais des grandes ambitions ? Chez Coca-Cola ? Oui. Non. Quand je suis arrivé à l'interview de recrutement, il y a la personne qui s'appelle Gaëtan Van Maldegem qui me demandait, tiens, et où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Donc, la fameuse question. Voilà, donc j'avais 43 ans à ce moment-là, et je lui dis, écoute Gaëtan, à la même place, si je m'amuse. J'ai parce que le trajet qui va de junior brand manager à directeur marketing, je l'ai fait. Oui. Je ne suis pas ici pour le refaire. Oui, j'avoue, c'est vrai que vu de ce point de vue, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se dire, on reste à la même place. Et c'est OK. Et c'était d'autant plus OK qu'il faut aussi se rendre compte, donc, entre 2008 et 2021, on a lancé, je ne sais pas combien de projets de marques. Le média s'est quand même développé. Ce n'est pas à quelqu'un qui est en agence média que je vais expliquer combien les choses ont changé. Toujours en 2008, je ne sais pas si Facebook existait, peut-être. Mais en C'était tout cas, le tout début, je crois qu'il n'y avait pas de ad en tout cas. Voilà, exactement. On ne pouvait pas acheter de publicité sur Facebook à ce moment-là. C'était Netlock, qui était le grand réseau social en Belgique. Surtout en Belgique néerlandophone. Du côté francophone, c'était un truc un peu...
c'était Skyrock ou dans ce style-là. Skyblog. Skyblog, ce genre de choses-là. Donc, pour dire ça a complètement disparu. L'affichage, c'était que du papier. Toute la digitalisation, on était vraiment... Alors, le digital existait déjà, mais c'était pas au niveau où c'était aujourd'hui. Ah oui, à fond. Et dans une société comme Coca-Cola, il était moins... T'as dû tellement apprendre de choses, ça devait être dingue. Oui. C'est ça que pour moi, ça n'a jamais été des années de répétition. Alors, il y a parfois... Quand tu vois un plan de marque sur certaines marques, on te dit « Oui, cette année, ça fait extraordinaire. » Tu te dis « Oui, ok, ça, c'est la 6e fois qu'on me le dit. » Ça, c'est vrai. Ça peut arriver. Mais fondamentalement, il y a beaucoup de chouettes projets. À fond. Oui, tout à fait. Puis tu devais toujours tellement apprendre, t'adapter, évoluer, faire changer les plans, enfin adapter tous les plans. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance, c'est que j'ai travaillé avec le même partenaire média pendant ces 13 ans et des gens qui étaient extrêmement impliqués. Nathalie Loire, qui est la patronne de l'UMA aujourd'hui, patronne d'UM à cette époque-là. Je ne sais pas si c'était déjà patronne quand j'ai commencé avec elle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était totalement dédié à la marque. Qui, à la limite, avait travaillé plus longtemps que moi sur la marque. Donc, c'était très gai d'avoir justement des gens qui étaient aussi passionnés. Finalement, c'est toujours simple. C'est quelqu'un qui m'avait dit il y a très, très longtemps, en fait, il faut toujours s'entourer de gens très forts, plus forts que soi. Il y a des gens qui ont peur de s'entourer des gens plus forts que soi. C'est une erreur. Parce que ça, c'est la meilleure façon de s'enchaîner à sa chaise. Et en plus de travailler trop. Parce que pour compenser les faiblesses des autres, quand vous travaillez qu'avec des Formule 1, je vous assure que vous travaillez moins. Oui, mais d'ailleurs... Il faut juste qu'ils ne sortent pas de virage. C'est ça, et on reste bien sur le chemin. D'ailleurs, tu m'avais dit, je pense, le seul KPI qui m'intéresse est l'intelligence. C'était une phrase que j'avais dit dans les dernières années chez Coca-Cola, parce qu'à un moment, je trouvais que, justement, avec l'émergence du digital, de plus en plus, les gens étaient obsédés par certains chiffres. Et des chiffres qui, parfois, pour moi... Quand on me disait, oui, c'est le taux d'engagement, c'est 0,32%, alors que le benchmark, c'est 0,28%. Je dis donc, quelque part, si je comprends bien, donc il y a 99,68 qui s'en fout. Donc, quelque part, c'est pas tout à fait vrai. C'est pour faire le point. Et à un moment, je dis, voilà, moi, le seul KPI qui m'intéresse, c'est l'intelligence. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est intelligent? Voilà, et ça, c'est parce qu'il y a énormément de choses aussi. Quand il y a des nouvelles choses qui apparaissent, on veut parfois aller trop vite, mais c'est parce que ça brille. Mais c'est pas parce que ça brille que c'est bien. Et c'est pour ça qu'il y avait une philosophie chez Coca-Cola dont on a beaucoup parlé à un moment, c'est le fameux 70-20-10. C'était d'abord asseoir un plan avec 70% de moyens dont on était sûr qu'ils étaient efficaces. Et avant d'aller vers les 10% qui étaient peut-être de l'innovation, qui étaient différents, les 20 pouvaient être aussi un petit peu différents, mais le 10, c'était vraiment l'innovation. Oui, mais c'était 10, c'est pas... C'était pas 50. Voilà. et moi, j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui quand j'entends certaines sociétés, ou par exemple, j'ai entendu Unilever récemment, le nouveau directeur marketing qui dit, voilà, il faut faire 50% de notre budget sur les réseaux sociaux. What the f... Je comprends pas ça. Honnêtement, je ne comprends pas. Il y a quand même des gens qui écoutent de la radio, il y a encore des gens qui regardent de la vidéo, il y a encore des gens qui lisent. Vous savez qu'il y a même des gens qui lisent. Hein. Non, attention. Des magazines. Oui, des magazines. Et ça, c'est parfois aussi... on n'a pas été le plus grand annonceur en magazine, c'est loin de là. Mais j'expliquais souvent à mes collègues, oui, mais il y a de moins en moins... Il n'y a plus personne qui lit le magazine. D'abord, c'est pas plus personne, c'est moins. C'est vrai, il y a une tendance vers la baisse. Mais les gens qui, aujourd'hui... achètent leur magazine. C'est-à-dire que c'est un des seuls médias où on paye. On a conscience de ce qu'on paye pour le consommer. Quand vous regardez la télé ou quand vous écoutez la radio, on a conscience du prix que vous payez. C'est vrai. Parce que c'est le magazine, vous le payez. Ouais. Donc, c'est-à-dire vous avez déjà une implication, première chose. Et deuxièmement, la façon dont les gens lisent aujourd'hui leur magazine, je peux imaginer que c'est la même façon et la même passion qu'il y a 10 ans. Ouais. Il y en a moins qui le font. Mais ceux qui le font, il y a le même engagement. Donc, la force de la publicité dans un magazine n'est pas plus faible aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans. Du coup, toi, tu es beaucoup moins un fonceur, tu es plus dans le layback, réfléchir, réflexion, qualité de la réflexion. Est-ce que tu es comme ça dans ta vie, en général, dans le perso, dans le pro aussi? Je crois... Ça dépend, quoi. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses où... Tu as un côté impulsif aussi, parfois? Oui, assez, mais il y a aussi d'autres choses très réfléchies. Oui. Très réfléchies, très calculées, oui. Ingénieur commercial quand même, de formation. Oui, voilà. Donc, non, mais c'est clair qu'il y a des choses qui sont calculées et puis il y a des choses qui sont... un beau mix des deux. Voilà. Est-ce que tu peux... Je t'invite à tirer une petite carte. On va même peut-être en tirer deux. Allez, sucré ou salé? Ah.
Ça, c'est compliqué, en fait. C'est mes questions pièges. Je mange trop de sucre. D'ailleurs, j'en ai un peu trop dans le sang. Donc, je vais être obligé de dire sucré, même si je dois bien avouer que récemment, quand je vais au restaurant, j'ai plutôt tendance à prendre une entrée et un plat qu'un plat et un dessert. De ta condition physique ou à cause de la santé, ou ça a juste changé? Non, c'est une question de goût. Ah oui, c'est une question de goût. Voilà. Parce qu'en général, il y a moins de variété dans les desserts, et donc je préfère goûter des choses donc, plus salées, entre guillemets, mais par contre, je mange un peu trop de chocolat à la maison. T'aimes bien le chocolat? Je travaille pour un chocolatier, donc j'en reçois de temps en temps, et donc je goûte. Je comprends quand tu goûtes. Mais voilà. Tu peux tirer une autre carte, parce qu'on n'en a pas beaucoup tiré encore. Hop. Plage ou montagne? Je savais que... Alors, c'est très bizarre. En fait, ni l'un ni l'autre, d'une certaine manière. Oui. Par contre, si on est marqué mer ou montagne, j'aurais dit mer. Ok, t'es vraiment la mer. C'est pas pour rien que je vais habiter à Coxy. Oui. Donc, oui. Mais si on entend par plage, vacances, allongées sur la plage, non. Ça, c'est pas mon truc. La montagne, j'aime bien, mais je trouve ça... Je sais pas expliquer, je trouve ça m'angoisse un peu plus. Ok. Aussi parce que... À manger je suis moins aujourd'hui, mais j'ai quand même de l'asthme. Ok. Je suis moins sensible à ça aujourd'hui. Et la montagne, ça peut être très piégeux au niveau de la quantité d'oxygène qu'il y a. J'ai déjà eu 2-3 histoires là-dedans. Donc, et tu ne le vois pas. Parce que tu ne vois pas la quantité d'oxygène. Non, bien sûr. Et tout d'un coup, tu te sens... Tu sens que tu n'avances plus aussi bien, que tu as du mal à respirer. Donc, un milieu un peu hostile pour toi, la montagne. Voilà. Donc, c'est moins mon truc, la montagne. Du coup, la mer, oui, mais pas te poser toute la journée sur la plage. Qu'est-ce que tu fais en vacances? Écoute, ces dernières années, on prend peu de vacances, mais on va globalement 1 à 2 semaines, ça dépend les années. Ça, ici, c'est une semaine, bientôt d'ailleurs, on va en Alsace. Ok, cool. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que le matin, on fait une promenade de à peu près 2 heures en montagne. Mais c'est pas vraiment de la montagne, c'est des petits monts qui sont au-dessous. On est dans la partie vosgienne de l'Alsace. Et l'après-midi, je vais soit au spa, et après, je vais un peu courir sous le tapis roulant, je fais un peu de piscine, et puis on mange le repas du soir. Donc ça, c'est... Et c'est un peu un programme à peu près tous les jours la même chose. Okay. Mais c'est assez intense en termes d'activité, ça bouge, donc voilà. C'est sympa, ça me donne envie. C'est vraiment un mix entre le côté très relax et le spa, le hammam, Puis vous promenez dans la ville, vous allez vous trouver un bon petit resto. Non, parce que le resto à l'hôtel... Ah, vous restez à l'hôtel, du coup. On ne bouge pas. La voiture arrive, on la parque et elle ne bouge pas. Nickel. Voilà. Ça, c'est pas... Et un bon petit verre de vin, ça t'aime bien? Alors, tu parlais tout à l'heure des hobbies, parce qu'on n'a pas évoqué les hobbies. En fait, le vin, c'est, je ne sais pas si on va appeler ça un hobby, mais quand même d'une certaine manière. J'ai une cave à vin d'à peu près 700 bouteilles. Oh, incroyable. Donc, j'ai eu l'envie de garder des vins, en fait. Donc, j'ai... à peu près 550 bouteilles, vraiment, dont l'idée, c'est de les garder en moyenne 10 ans. Et ça reste bon? Oui. Certaines, parfois, tu dis, j'aurais dû l'ouvrir il y a 2 ans. Oui. Ça arrive, mais il y a d'autres choses où, parfois, tu dis, tiens, c'est génial, j'ai l'occasion de boire une bouteille qui a 20 ans, et vraiment, ça c'est évolué, ça, c'est clair. Et tu les achètes où? Tu vas les commander sur Internet pour avoir des vins Alors, ça dépend. Il y a des choses que j'ai achetées chez le vigneron même. Ah oui. Et puis, j'ai quelques adresses où je vais... j'achète quasiment rien en grande distribution. C'est toujours chez des cavistes ou des magasins spécialisés en vin. Ah, c'est sympa ça. Et en plus, j'ai créé un petit compte Instagram aussi. Ah ouais? Qui s'appelle Un jour un vin, mais je sais qu'il y en a un autre aussi. Donc moi, c'est _jour_20. 1_20. Ouais. Et c'est assez... Ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur la nature humaine. Parce qu'au départ, j'ai créé ça simplement parce que j'avais un compte Instagram perso et j'avais envie de partager les bouteilles de vin que je buvais avec mes copains. Et puis, je me suis dit, si je fais que des bouteilles de vin sur un compte perso, et j'avais vu chez quelqu'un d'autre qui avait dit, tiens, tous mes suiveurs n'aiment pas que je parle de golf, donc j'ai créé un compte... dédié à ça. Dédié à ça. J'ai dit, tiens, c'est une bonne idée, donc j'ai créé ce compte dédié au vin. Et puis, petit à petit, moi, j'ai jamais cherché à aller me connecter à quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai 1500 personnes qui me suivent, entre guillemets. Qui me suivent, j'en sais pas s'ils me suivent, mais en tout cas, ils ont demandé de se connecter à moi. Alors que moi, j'ai rien fait pour. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça m'a parfois permis d'avoir des conversations avec des gens au Brésil, au Canada. Et qu'est-ce que tu postes alors? Genre, tu fais une photo de ta bouteille? Ah oui, en plus, très honnêtement, les photos sont moches. Non, mais je ne suis pas photographe, donc les photos n'ont aucune valeur artistique, mais vraiment,
pas terrible. Et je mets même pas une analyse du vin. Il y a des gens qui font des analyses tu fais pas une description? Non, je dis voilà, c'est ce que j'ai bu, c'était un machin, j'ai trouvé ça bien. Tu donnes quand même ton avis? Oui, mais pas très... j'ai dit que ce que je postais, c'était des choses que j'avais bu, que j'avais aimées. Oui. Donc ça, de toute façon... Okay. Après, il y a ça, j'aime un peu plus, un peu moins, mais je ne fais pas trop de grands jugements. Parfois, je dis, oui, ça, c'était génial, ou ça, c'était vraiment bien, ou c'était un peu sur le plaisir, ça m'arrive de le dire, mais fondamentalement, non, je poste les bouteilles. Et qu'est-ce Donc, que... la valeur ajoutée de ce que je fais est faible, et pourtant, il y a 1500 personnes qui ont suivi. Non, mais tu sais que c'est hyper intéressant, parce que hier, je suis allée dîner avec mon mari au restaurant, et donc la dame me dit, pourtant, j'adore boire du vin, vraiment, j'ai passion pour le vin. Par contre, je n'y connais rien. Et donc, la dame me dit, madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Du coup, je ne savais pas quoi lui répondre. Et je lui dis, un Sauvignon. Parce que je savais juste dire ça. Et je disais à mon mari, mais je ne sais même pas si j'aime le Sauvignon. Je ne connais pas la caractéristique. Tout ce que j'aime, c'est le vin. Mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de compte. Mais oui, et ce qui est surtout intéressant, parce que j'ai comme suivi, pas vraiment des cours d'énologie, mais quand même un petit peu quelques formations, surtout avec un de mes amis qui vend un peu de vin aussi. Et c'est grâce à lui que, quelque part, j'ai découvert le monde du vin. Qu'est-ce que tu apprécies dans le vin? La variété, le plaisir que ça m'apporte. Mais ce que je voulais surtout à un moment, c'est un petit peu... Oui, c'est pour ça que je pense à ce que tu viens de me dire, c'est que quand je me retrouve dans un restaurant et que je reçois une carte, que je sais à peu près dans quelle direction aller par rapport à ce que j'ai mangé. Donc, je ne vais pas prendre un Sauvignon sur un poulet en sauce. Ça, c'est réfléchi. Voilà. Parce que ça ne va pas très, très bien se marier. Mais par contre, un Sauvignon sur un crottin de Charvignol, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'ai mangé hier? J'ai mangé du bœuf. Avec du Sauvignon? Oui, c'était pas ouf. Ça dépend quel type de sauce, mais a priori, ce n'est pas ouf. Du poivre. Ah, du poivre? Oui. Non, c'est pas ouf. Bon, mais comme ça, je le sais. C'est pas ce que j'aurais dû prendre quoi? D'abord un rouge, surtout. Il y a un rouge plutôt quand même dans la puissance, parce qu'il faut quand même qu'il ait quelque chose pour monter sur le poivre. Ah oui. Si tu prends un rouge trop délicat, ça risque simplement, c'est que la sauce au poivre, non, je ne sais pas comment elle était poivrée non plus, mais elle risque d'écraser le Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'est intelligent de le dire et qu'il faut que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, moi, je vais te suivre parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, 1500 personnes, mais bravo pour mais ça. Non, mais parfois, comme je dis, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je dis, il y a des gens qui postent vraiment des analyses, et machin, et ça sent la banane, et ça sent la cerise, et tout ça. Moi, je ne fais pas ça. Et donc, là, je dis, eux, à la limite, ils ont peut-être une certaine valeur. Peut-être la simplicité. Hein, Peut-être. Et la dernière question autour du vin, c'est quelle région du monde a les meilleurs vins? Quels sont tes vins préférés? J'ai décidé à un moment, parce que justement, pour aussi me limiter, parce que il y a des gens qui ont des caves à 2000, 3000 et 5000 bouteilles, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus. À un moment, il faut rester aussi. Donc, j'ai décidé vraiment de me, entre guillemets, spécialiser en vin français. Ah oui. Ça ne veut pas dire que je ne bois pas d'autres choses. J'ai par exemple découvert il y a quelques années maintenant déjà, les Spätburgunder allemands. Ok. Je trouve remarquable. Entre guillemets, c'est du pinot noir. Hein, donc, c'est le même raisin qu'en Bourgogne. Mais souvent à des prix plus abordables aussi. Ok. Mais très bien. Donc, je bois aussi d'autres choses. Je bois parfois l'italien, de l'espagnol. Mais souvent français. Mais plus de 90% de ma cave, c'est du français. Et l'australien, l'Amérique latine? Alors, l'australien, c'est moins mon truc. Parce que c'est des vins plus manufacturés, j'appelle ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme non plus, mais en fait, ce que j'aime dans les vins français, c'est qu'il y a une notion de terroir. Donc, en principe, si tu es en Bourgogne, en Bourgogne, si tu prends une étiquette, en fait, ça correspond à la parcelle que tu vois exactement là. Ouais. Le vin australien, tel que je le comprends, ils vont faire un chardonnay. Ouais. Et ils vont aller chercher du chardonnay sur 100 km. Ils vont faire un mélange. Ils vont essayer que chaque année, ce soit à peu près le même goût. Donc, fois, ils vont mettre un peu plus du chardonnay de l'Est, parce que cette année-là, il est un peu plus aussi plus salé. L'année d'après, ils vont mettre un peu plus du chardonnay de l'Ouest. Et donc, ils essaient de faire un produit. Alors, ça, c'est avantages. Pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, qui n'ont pas envie spécialement de découvrir, et c'est très bien ainsi, hein, je ne force pas du tout les gens à découvrir le vin, mais quelque part, c'est l'avantage qu'ils savent ce qu'ils achètent. Oui, c'est ça. Ça, ils sont sûrs et certains. C'est ce qu'il y a beaucoup dans le champagne aussi. Hein. Les gens en Champagne, ils essayent justement de faire en sorte qu'il y ait une sorte de régularité à travers les bouteilles qu'ils font pour que, justement, entre le consommateur ne soit jamais déçu. Par contre, effectivement, si tu as une notion de terroir, tu es un petit peu plus intéressé parce qu'il y a des années où ça a mieux donné, moins bien donné. Voilà. Merci pour cette masterclass autour du vin. Vraiment, je trouvais ça génial. Une petite question sur
Parce que ça, je voulais te la poser, vu que tu as quand même travaillé pour des grands groupes. Est-ce que tu as une campagne publicitaire en tête qui t'a vraiment marqué, que tu as trouvé fantastique, ou qui avait un impact quelconque qui t'a marqué? Dans les groupes Oui, où j'ai travaillé. Oui, ou une autre, ou ça peut être une autre Si on aussi. parle de campagne publicitaire, celle qui, entre guillemets, on s'est le plus amusé, c'est Cher Coke. Ok. Ça, c'était vraiment très gai. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a fait beaucoup de choses, tant créativement, mais même en médias. Enfin, on a fait vraiment pas mal de choses. C'était vraiment très gai. C'était vraiment un terrain de jeu très étendu. Il y a une chose, moi, c'est pas moi une campagne publicitaire, c'est une activation qui m'a toujours tenu à cœur. C'est un peu dommage qu'elle n'a pas été jusqu'à son bout, parce que c'est au moment où je suis parti de chez Unilever. Mais on avait fait un truc, alors il faut vraiment se remettre dans le contexte. On est fin 2002-2003. L'Internet est ce qu'il est à l'époque aussi. Et en fait, Robijn, qui est un adoucissant en Belgique, en Hollande c'était un produit de lessive aussi, mais en Belgique ce n'est qu'un adoucissant. Il faut savoir que l'adoucisseur pour le linge, quelque part, c'est la transmission pour une maman de son amour à ses enfants et à sa famille. C'est la douceur qu'elle apporte à travers. Tu sais que ça me touche, j'ai les larmes qui me montent. C'est tellement vrai. Quand on gratte un tout petit peu, ça fait partie un petit peu de cette idée-là. Vraiment, c'est une transmission, c'est un produit qu'on utilise pour transmettre son amour à ses proches. Et donc, c'est pas que ça, il y a des gens qui font juste pour l'odeur, on s'entend bien. Mais enfin, quand on fait une analyse un peu poussée, un couple calibre, ce genre de choses, on se rend compte que c'est un des motivateurs. Et Robijn a cet avantage, c'est un petit ours en peluche. Et donc, ça veut dire qu'on a presque l'autorisation d'être dans la chambre des parents. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était un endroit où il y avait aussi ces transmissions d'amour entre les parents et les enfants. C'est au moment où ils viennent les coucher, ils viennent raconter une histoire. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait lancé un appel aux gens en disant, écoutez, envoyez vos meilleures histoires que vous racontez à vos enfants. Et on en sélectionnera une par mois. Et la meilleure histoire du mois, en fait, ils recevront un Robijn de 1 mètre, une peluche de 1 mètre. Okay. Donc ça, c'était la première partie. Et l'idée, et c'est là qu'on n'a pas été jusqu'au bout, parce que je suis parti, puis il y a eu des coupes budgétaires, enfin, qu'importe les raisons. L'idée, c'était de rassembler les 12 meilleures histoires de l'année et de les faire illustrer et de mettre ça dans un livre qui serait vendu au profit de l'enfance malheureuse. Et ça, c'était vraiment tout le concept. C'est dommage, la dernière partie ne s'est pas déroulée, mais c'est un truc que j'ai toujours gardé en tête, parce que si Jean Robijn écoute, franchement, ça reste quelque chose de très valable aujourd'hui et qui peut vraiment se répéter, parce que ça faisait un truc très complet. À fond. Et il y avait aussi cette idée, parce que moi, j'ai jamais beaucoup aimé les actions caritatives, si vous m'achetez, je donne. Oui. Ici, les gens achetaient, mais ils n'achetaient pas le produit. Oui, c'est ça. Ils achetaient un livre, et le livre ne rapportait rien à la marque. Je dis, ça ne changeait pas nos parts de marché. Oh, c'est trop chouette. Mais par contre, ce que tu as dit, ça m'a touché tellement fort. C'est vrai que c'est bête, mais dans cette tâche quotidienne qui est vraiment relou du linge, parce que vraiment, quand tu es mère de famille ou père de famille, parce que les papas le font aussi de temps en temps, il n'y a pas que les femmes, c'est relou, tu es là. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'amour, il y a vraiment une transmission d'amour à travers le linge et l'odeur dans le linge. J'y veille toujours tellement, et alors quand je sens, et surtout quand je sens mon fils après, je suis là... Ah, cette odeur incroyable. Ah ouais, voilà. Donc, tu vois, je ne raconte pas que des bêtises. Non, tu ne racontes pas du tout des bêtises. Yves, est-ce que il y a des personnes ou des personnalités qui t'inspirent? Alors, ça peut être dans le monde des médias, mais ça peut aussi être ailleurs. Qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont les personnes qui t'inspirent? Donald Trump. Magnifique réponse. Non, mais... Honnêtement, je n'ai pas préparé Donald Trump, c'est le premier mot premier nom. Et en fait, oui et non. Oui, comme dirait Guillaume. Oui et non. En fait, parfois, on peut t'inspirer par le contraire. Ça peut être des sources d'inspiration. Un jour, j'étais président d'une association et j'étais très inspiré par un de mes prédécesseurs. Et je me dis, si un jour je suis président de cette association, je ferai tout le contraire. Ah ouais. Parce que la façon dont ce qu'il faisait, c'est plein de choses qui ne me plaisaient pas, mais non. Et quand je suis devenu président de cette association, j'ai fait beaucoup de choses différemment parce qu'effectivement... Mais c'est lui qui m'avait inspiré malgré tout. Oui, c'est ça, mais je comprends ce que tu dis. Donc, quelque part, une inspiration n'est pas toujours quelqu'un qui est brillant. Ça peut être aussi, quelquefois, quelqu'un qui fait des erreurs, tout ça. Donc. Mais bon, Donald Trump ne m'inspire pas spécialement. Il t'inspire le contraire. Ça dit que Donald Trump, de toute façon, je ne joue pas dans le même jeu, de façon. Non. Et quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup... J'étais même très triste, j'ai raté une occasion énorme d'aller manger avec lui. J'avais cette idée, il s'appelle Marc Moulin. Okay. Je ne sais pas si tu connais Marc Moulin. Il est malheureusement décédé, c'est un homme assez multifacette.
Et c'est un truc que j'aime beaucoup, moi, chez les gens en général, chez les artistes en particulier. Marc Moulin est un des 3 fondateurs de Telex, un groupe belge qui a quand même, en musique électronique qui a quand même été assez précurseur. C'est quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre et qui écrivait aussi des chroniques dans Télémoustique, ça s'appelait à l'époque, assez acerbe, mais toujours très intelligente, avec beaucoup d'intelligence. Et c'est un type que j'admirais pour ce talent multi... parce qu'en musique, il a aussi fait du jazz. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un d'assez brillant et reconnu comme tel, et aussi, d'après ce que j'ai toujours entendu, assez humble, et donc une chouette personnalité. Et je m'étais toujours dit, il faudrait qu'un jour j'aille manger avec lui, j'ai essayé de trouver, enfin machin. Et un jour, je me suis retrouvé dans une soirée de médias, organisée, je crois, par Moustique, et il était là. Et j'ai dit ça à une de mes amies, j'ai dit, tu sais, je voudrais... mais elle me dit, mais va lui demander. Et je n'osais pas, parce que... Et tu voulais une photo, tu voulais lui parler? Non, j'allais vraiment les manger avec lui. Oui, parce que j'avais envie de discuter avec lui, comme on est en train de discuter maintenant. J'avais vraiment envie. Mais j'ai un gros fond timide, je ne suis pas toujours connu comme ça, mais c'est vrai. Et donc, je n'osais pas. Je n'ai pas osé, et 6 mois après, il était mort. Oh. Et donc j'ai été très, très touché. C'est parce que je me dis, mais con. Oui, je comprends. C'est vraiment... voilà. Et donc, il y a des gens comme ça. Par exemple, il est moins multifacette, mais j'aime quand même beaucoup. C'est quelqu'un comme Thomas Gunzig. Non, je ne vois pas qui c'est. C'est un écrivain belge. C'est un des seuls dont je lis les bouquins chaque année. Et il est aussi chroniqueur sur La Première. D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire? Ce côté-là, d'abord, c'est une qualité d'écriture, c'est une qualité de parole, mais c'est aussi des points de vue que j'aime beaucoup. L'intelligence, c'est quand même un point central dans ta vie. Tu aimes bien les choses qui sont réfléchies. Hein. Je préfère les gens intelligents que les cons. Hein. Mais non, c'est toujours mieux, en effet. Mais non, mais... Oui, j'ai une certaine admiration pour l'intelligence, pour les choses qui sont bien pensées, pour réfléchir. Non, pour l'art aussi, d'une certaine manière. Mais oui, j'allais y venir, parce que tu fais aussi une transition pour l'art. Qui n'est pas toujours réfléchi. Hein. L'art peut être aussi très, très brut ou très... L'art, c'est aussi beaucoup l'émotion, en fait. Oui, c'est très impulsif, c'est très intuitif, c'est très émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que tu apprécies énormément aussi. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette facette artistique qui t'anime dans les coulisses? Artistique, il faut d'abord bien s'entendre. Moi, je suis incapable de dessiner. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai une espèce de... Je ne sais pas comment bien expliquer ça. J'ai toujours eu envie de faire de la musique, par exemple. J'étais voir beaucoup de concerts quand j'étais jeune, et même moins jeune. Et donc, j'ai toujours voulu faire de la musique. Mais en fait, je ne me suis jamais donné les moyens de faire de la musique. Quand j'étais à la fin des humanités, il y avait un test PMS et on disait, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Et je dis, voilà, je veux devenir bateau de rock. Qu'est-ce que tu dois faire? Je fais Solvay. Il y avait un truc, parce que simplement, et donc, quelque part, j'ai toujours eu un peu ce côté, j'en vis, mais finalement, je fais rien. J'ai eu une batterie, hein, mais est-ce que tu as l'impression que tu t'es beaucoup freiné pour atteindre des objectifs Je ne sais pas si je m'étais vraiment freiné, mais je ne me suis pas donné les moyens. Oui. Peut-être parce que je n'ai pas eu le sentiment que j'allais arriver à grand-chose. C'est peut-être aussi une des raisons. Et donc, j'ai fait un peu de batterie, j'ai fait un peu de percussion aussi, mais très, très, très peu. Et puis... je me dis, tiens, si avant 30 ans, je ne fais rien, tant pis, je serai tombé. Et avant 30 ans, je n'ai rien fait. Et puis est arrivé l'horizon des 40 ans. Et là, je dis, est-ce que vraiment, je ne vais rien faire? Et puis je me dis, non, tant pis, je vais faire quelque chose. Et donc, j'ai créé j'ai amené des gens autour de moi pour faire un groupe de rock. Et donc, on a fait ça à peu près 2 ans avant mes 40 ans. Vous avez vu la première fois, on a répété à partir d'un an avant. C'est clair, je n'ai pas devenu batteur ou guitariste en si peu de temps. Donc, en fait, j'ai fait la seule chose qui était encore plus ou moins possible de faire, c'est j'ai chanté. Alors, on va dire j'ai interprété les chansons. Celles qui allaient plus ou moins avec ma voix, parce que je ne suis pas un grand chanteur non plus. Mais on a quand même fait un concert devant, je ne sais pas, 250 personnes à peu près, de concert d'1h30. Donc, c'est très sympa. Et puis, on s'est séparés. OK. Et cette idée de quand même rester un peu dans ce monde-là, un peu resté. Alors, d'un côté, j'ai fait encore un petit trajet musical. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quand même demandé aux gens, j'ai commencé à réfléchir à écrire des morceaux. Donc, j'ai commencé à écrire un premier morceau et j'ai rappelé les gens avec qui j'avais joué en 2004. Et j'ai dit, tiens, vous ne voulez pas qu'on présente ce morceau pour l'Eurovision? Ah, c'est pas vrai. Si. Et donc, on a été demi-finaliste.
Incroyable. Après, demi-finaliste, ça ne veut rien dire. Il fallait s'inscrire et faire une sorte de crowdfunding pour pouvoir devenir demi-finaliste. Donc, ça veut Mais rien c'est dire. génial, cette aventure. Et donc, on s'est présenté dans un studio à Mons, je crois, on a en demi-finale. Et donc, on n'a pas été choisi. Et c'est toi qui avais écrit la chanson. Donc, je ne suis pas musicien, donc je n'ai pas écrit la chanson, c'est que j'ai écrit les paroles. Les paroles, oui. Et j'avais, si tu veux, le thème musical. OK. La première ligne. Oui. Sur quel type de choses. Après, c'est aussi intéressant, c'est quand tu crées comme ça une chanson, il y a d'abord la première fois que j'ai écrit une chanson, je me dis, est-ce que vraiment cette chanson n'existe pas ? Ah oui. Parce que il y a tellement eu de choses, tu dis, est-ce que c'est pas un truc que j'ai entendu, Oui, que ça. je ressors, parce que ma mémoire l'a enregistré inconsciemment et qu'aujourd'hui je ressors. Donc ça, c'est une vraie angoisse. Deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que quand tu prends cette base et tu la donnes à un groupe, ce qui en sort après, c'est pas tout à fait ce que tu avais en tête. Ah oui, Ou alors tu fais le dictateur, tu dis non, c'est pas comme ça, il faut que ça comme ça, mais comme ça, c'est pas tout à fait non plus comme ça que je voulais faire les choses. Donc en fait, finalement, ça a sonné un peu différemment de ce que j'avais en tête, mais c'était pas plus mal non plus. Et puis donc on a enregistré les chansons, on a présenté, et puis quelques années encore passées, et donc finalement on s'est remis ensemble et on a réécrit des chansons, de nouvelles chansons, on a toujours fait des reprises, mais on aussi fait nos propres chansons, on a joué aux Fêtes de Wallonie, tout ça. Ah, mais génial. Et puis on s'est quittés en 2016 à peu près. Mais immense fierté pour ça. C'était gay. Enfin, très récemment, j'ai voulu vraiment finaliser l'aventure. Donc, j'ai trouvé 2 étudiants qui ont fait, en fait, sur une de nos chansons, qu'on n'avait pas encore diffusée en public, ils ont fait un clip. Mm-hmm. Donc, le clip existe. Ouais. Et donc, ça, c'est le côté musical. En fait, quand l'aventure musicale s'est terminée, comme je ne suis pas musicien et pas très talentueux en chant, en fait, je me suis vite rendu compte que je vais essayer de moins dépendre d'autres. Ah oui. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment, je me dis, tiens, je vais essayer plutôt aussi d'aller dans le théâtre, des aventures théâtrales. Et en fait, quelques années après, j'ai joué un spectacle, un monologue, en fait, de François Rollin, qui s'appelle Colère. C'est 1h30, 35 sur scène, tout seul. C'était très gai. Donc, et puis là-dedans, ça m'a donné envie à un moment de commencer à écrire. Et donc, j'ai écrit une pièce de théâtre avec un de mes amis, qu'on a joué une seule fois, on l'a enregistré, mais on a joué devant 7 personnes, c'est nos familles. Ouais. Et lui n'a pas voulu continuer. Et donc, très récemment, j'ai finalisé un texte qui est enfin un assemblage de chansons, de colère, de la pièce de théâtre que je fais avec mon ami, et de nouveaux textes pour quelque part, enfin, un nouveau spectacle que normalement je vais jouer l'année prochaine, le 6, 7 et 8 mars, au Centre culturel d'Odoriem. Ben, voilà. Au Centre culturel d'Odoriem, c'est quand même pas rien. La petite salle. Oui, mais c'est quand même pas rien. Eh ben, bravo. C'est pas rien, il suffit de louer la salle. Il ne faut pas non plus. Il faut pas non plus. Mais quand même, il faut oser le faire. Ah, il faut avouer. Il faut d'air de ouf. Il faut oser, tu vois. Allez. En plus, tu disais, je suis un petit peu timide, donc tu vois, c'est se dépasser. Ouais, ce qui est très marrant par rapport à ça, c'est que quand on a fait le concert, c'était en octobre 2004, et en fait, on a fait 2, si tu veux, try-out, deux petits essais avant. On avait été invité par quelqu'un sur une péniche qui était vraiment juste en face de notre local de répétition pour jouer une petite demi-heure. Donc, on a le droit de jouer 5 morceaux. On a été d'abord re-répété dans le local pour arriver avec notre matériel dans cette péniche. Et il y avait, je sais pas, il y avait 30, 40 personnes, peut-être 50, mais grand maximum. Et puis, au moment où on commence ce concert, donc l'intro se lance, à l'époque, on faisait que des reprises. Le morceau qu'on a le plus joué dans notre vie, c'est Rush, c'est un morceau de Dépêche Mode. OK. Et bon, l'intro se lance, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est quoi? Mais comment tu es aussi con de faire un truc comme ça? Ah bah oui, on y commence à chanter, j'y étais, oui. Hein, mais il y a vraiment eu cette pensée, c'est complètement débile. C'est complètement débile, mais tu l'as fait quand même. Oh, dis, c'est chouette. Et du coup, si tu voulais vraiment, tu as déjà répondu à cette question, avec qui tu pouvais déjeuner, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec qui je dis donc Thomas Gunzig, c'est vraiment quelqu'un. Comme je dis, il n'a pas fait de musique, donc c'est pas. Mais c'est quelqu'un assez. Assez large. Et puis un autre gars que j'aimerais bien revoir, parce que lui, c'est quelqu'un que j'ai un peu connu dans ma vie, il s'appelle Patrick Codenis. C'est le claviériste de Front de 4-2. OK. Et j'ai fait du foot en salle avec lui, enfin contre lui. Et comme Front de 4-2, j'étais assez, que j'aime beaucoup, j'étais dans un des tout derniers concerts du groupe. Ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la fin janvier. J'aimerais bien le voir maintenant, parce que je sais qu'il aime bien le vin aussi, de bon vin. J'aimerais bien aller boire un bon vin avec lui pour voir comment ça se passe.
comment quand on était devant autant de personnes, tous les soirs, en plus, la dernière tournée a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès parce que justement, les gens savaient que c'est la dernière fois qu'ils allaient les voir. Donc, ça crée vraiment un très grand engouement. Je voudrais un peu savoir comment ils se sentent maintenant que ça s'est arrêté. Et tu vas essayer de le contacter? Oui, j'essaye. Mais malheureusement, j'ai perdu son adresse mail. J'avais son adresse mail, je l'ai oublié. Enfin, j'ai perdu, mais je sais à peu près où il habite. Donc, je m'arrangerai un jour ou l'autre. C'est ça. Mettre une petite lettre dans la boîte aux lettres, peut-être. Je sais à peu près où le voir. Donc, si je veux, vraiment, tu peux le faire. À moi, oui, je crois que c'est possible. Ok. Quelle est la chose qui te tient le plus à cœur en ce moment? Là où je mets le plus d'énergie pour le moment, c'est dans le ping-pong. Hyper intéressant. Le ping-pong. Pourquoi le ping-pong? D'abord parce que c'est un sport que j'aime bien. Ouais. C'est une chose. Peut-être parce que c'est peut-être le sport où j'étais entre guillemets le plus doué, mais que j'ai pas continué non plus. D'accord. Je jouais correctement quand j'étais un fan de mes humanités, et puis j'ai pas persévéré parce que voilà, comme je dis, pour l'UNIF, je voulais vraiment être concentré sur les études, et puis après ça s'est pas fait. Puis je me suis lancé dans le foot en salle où j'avais aucun talent, ou dans le basket aussi, donc j'avais aucun talent non plus. Et donc, mais c'est ça qui a. J'ai quand même fait du foot en salle pendant 25 ans, mais à un niveau qui donne du. Mais c'était juste pour le plaisir. Oui, c'était pour le plaisir, sauf quand on perdait à peu près tous les samedis. Mais malgré tout, je retournais avec plaisir. Mais voilà, il y a un moment, je me dis, ben non, je vais essayer de retrouver le ping-pong. Alors évidemment, à 60 ans, c'est pas aussi, on n'a plus tout à fait les mêmes réflexes. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même une marge de progression. Je vois aussi qu'il y a une marge de progression. Et t'en fais beaucoup? J'en fais pour le moment entre 3 et 4 fois par semaine. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui. Ah oui, pas mal ça. Donc le ping-pong, d'accord. Et quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais qu'on te pose? Ça, c'est une question difficile. Hein. Je ne sais pas s'il y a... Enfin oui, il y a seulement des questions que moi je n'ai jamais posées, mais peut-être mon rapport avec la mort. Ah, et quel est ton rapport avec la mort? Ah, parce qu'on la pose quand même. Ah ben évidemment, tu me connais quand même là au bout d'une heure. Non, ben, c'est quelque chose qui est aussi en train d'évoluer, je le sens bien. Il y a une époque où vraiment j'avais d'abord très peur de mourir, tant pour moi, que pour les autres et pour mes parents en particulier. J'ai des parents qui sont relativement jeunes par rapport à moi. Et donc, je me dis, tiens, si je meurs avant eux, c'est quand même dur. Mais même moi, je sais pas, je n'avais pas du tout envie de mourir. Je veux dire, le genre de personne qui dit oui, j'ai envie de mourir, c'est rare aussi. Non, mais c'est une peur que tu avais. J'avais une peur. Et un jour, j'avais entendu quelqu'un qui disait, je pense que c'était Gérard Jugnot, qui disait, si on a peur de mourir, c'est parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait sur Terre. Et je pense qu'il avait raison. Je pense que peut-être que je n'étais pas arrivé au bout de ce que j'avais envie de faire sur Terre. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, donc je sais que je suis plutôt dans la dernière partie, enfin pas dans les 3 dernières années, mais en tout cas dans le dernier quart ou dernier cinquième, un peu comme on veut le voir. Mais là, je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai fait. Donc j'ai moins peur. Il faut que ça ne pas atroce, mais... Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est parce que figure-toi que moi aussi, j'ai une peur atroce de mourir. Et en fait, ton explication résonne tellement. Et je me dis, mais oui, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas encore accompli tout ce que je veux accomplir. Et puis aussi, voir mon fils grandir, se marier, être grand-mère. Enfin, il y a ça, mais il y a aussi, surtout, professionnellement. Enfin, les deux, c'est vraiment en parallèle. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous, Yves. Avec plaisir. Enfin, avec plaisir sur la mort, c'est toujours... Mais avec plaisir, c'est toujours des belles leçons, enfin, une belle transmission, en fait. Je trouve que ce podcast était vraiment chargé, enfin cet épisode de podcast, vraiment chargé de transmission, de valeurs. J'ai beaucoup aimé cet échange, c'est très, très, très intéressant. Écoute, moi, de même, je ne me suis pas du tout senti... enfin, j'étais très à l'aise, donc c'était très bien. T'as bien aimé de partager Est-ce que c'est pas trop difficile de partager des choses si intimes, finalement, se dévoiler? Non, parce que, voilà, je pense, comme tu dis, il y a une idée quand même de transmettre quelque chose. Il n'y a rien de honteux. J'espère ne pas avoir été non plus dickenek. Enfin, je ne pense pas. Voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, c'est souvent ça ma crainte. Si on doit répondre à quelque chose, c'est le côté de vouloir trop tirer la couverture à soi-même, de se mettre trop dans la lumière. Parce que souvent, des choses, c'est jamais tout seul, tu vois. Ouais. Je disais aussi que ma réussite chez Coca-Cola, et même à la limite chez Fortis aussi, avec Geneviève Depère, j'ai eu la chance chaque fois au niveau média d'avoir des gens qui étaient très passionnés par les marques. Et donc, ça m'a vraiment... C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Moi, j'ai eu la chance aussi, chez Unilever aussi, de travailler aussi avec des gens de très grande qualité. Donc, c'est vrai que, finalement, le succès... Et même dans ma vie personnelle, aujourd'hui, je suis très bien accompagné. Donc, quelque part, ça aide aussi. C'est jamais tout seul que tu te fais ou que tu fais les choses. Non, c'est vrai.
Et alors, je voudrais te poser une toute dernière question. C'est la question signature du podcast. Est-ce que tu es plutôt connect, dare ou grow? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus... je suis plus quoi d'ailleurs? Je suis certainement moins grow. C'est normal. Je pense que je suis à un stade où je ne cherche pas spécialement à grandir. C'est plutôt à vivre des acquis, entre guillemets, d'une certaine manière. Dare, donc ce serait plutôt connect. Connect. C'est plutôt connect. Alors, c'est vrai que dare, par exemple, faire un spectacle, c'est dare. Mais si je regarde dans l'entièreté, c'est plutôt connect. Connect. Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. En tout cas, ça se ressent chez toi. Okay. Mais encore un tout grand merci et à bientôt, Yves, j'espère. À très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode de Conversation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner et à noter le podcast en y mettant 5 étoiles par exemple sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de faire grandir le podcast. Bref, faites tout ce qui fait vibrer l'algorithme. Merci beaucoup. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction.